Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une question taraude l'esprit des Camerounais après le message du chef de l'État à la jeunesse. L'intégration socio-économique des jeunes est-elle réellement une priorité du gouvernement en brandissant le financement de 5500 projets en 2020 et la création de 500 000 nouveaux emplois en 2021? Le président de la République, Paul Biya, a eu du mal à convaincre une partie de l'opinion publique et la classe politique sur sa réelle volonté de promouvoir la jeunesse. À l'analyse des faits, le sous-emploi et le chômage atteignent des records et illustrent l'insuffisance des politiques publiques destinées à la jeunesse. C'est du moins le constat que font des leaders politiques. Cabral Libby et Maurice Kamto ont eux aussi tenu à adresser leur message aux jeunes Camerounais. Une affaire de mœurs qui défraie la chronique à Ntui dans le département du Mbamekime. C'est une adolescente, élève en classe de seconde, qui a été abusée sexuellement. Son présumé bourreau fait l'objet de 4 plaintes qui n'ont pas prospéré depuis plusieurs semaines. Que se passe-t-il? Enquête à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le chef de l'État surfe sur les performances des Lions à prime durant le CHAN 2021 afin d'inciter les jeunes Camerounais à redoubler d'efforts, à être plus créatifs et à saisir les opportunités existantes au Cameroun. Dans son message à la jeunesse rendu public hier soir, Paul Biya a présenté son bilan en faveur de la jeunesse. 5500 projets financés en 2020 et près de 500 000 nouveaux emplois annoncés pour l'année 2021 et près de 15 milliards de francs CFA mis à la disposition des jeunes. Le président de la République a également présenté certaines figures de proue comme des modèles qui devraient inspirer la jeunesse camerounaise, malgré le contexte économique et sécuritaire qui engendre de nombreuses destructions d'emplois jeunes au Cameroun. Compte rendu, Nadine Yambou. S'adressant à la jeunesse camerounaise ce 10 février 2021, le chef de l'État Paul Biya est revenu sur les multiples crises sécuritaires qui secouent le Cameroun, dont la partie anglophone, à l'extrême nord et à l'est, à la frontière avec la République centrafricaine. Dans un discours d'une quinzaine de minutes, Paul Biya a reconnu que la paix est de plus en plus menacée dans le pays. La paix est une condition indispensable au progrès. Et comme vous le savez, celle-ci est depuis quelques années menacée dans notre pays par des bandes armées qui sèment la terreur à la frontière ouest de l'extrême nord, à certains endroits du nord-ouest et du sud-ouest. Notre frontière est est également sujette à des faits d'insécurité. Paul Biya s'est dit outré par la montée du discours de haine sur les réseaux sociaux et dénoncé l'enrôlement des jeunes par ceux qu'il présente comme étant les ennemis de la République pour déstabiliser le Cameroun. Certains d'entre vous ont fait le choix malheureux de faire alliance avec les démons de la haine et de la division, mus par un fanatisme barbare, souvent conçu et alimenté depuis des pays étrangers, ou par un usage pervers des réseaux sociaux. Ils tentent de s'aborder les bases de la nation. Ceux-là sont des anti-modèles. Je vous exhorte à vous en éloigner. Ils ne contribuent pas à la construction d'un Cameroun prospère et uni. Malgré le chômage galopant et la destruction de nombreux emplois liés aux crises sanitaires et sécuritaires, le chef de l'État s'est plutôt montré enthousiaste. Paul Biya se réjouit de ce que le programme spécial Jeunes, évalué à près de 15 milliards de francs CFA, a permis de financer plus de 5500 projets structurants. Le plan triennal spécial Jeunes, qui en 2020 a financé environ 5500 projets pour un montant global de près de 15 milliards de francs CFA,
et permis ainsi l'installation d'un peu plus de 16 000 jeunes dans 66 villages pionniers de la deuxième génération. Le programme de promotion de l'emploi décent, qui compte atteindre le cap de 500 000 emplois créés au titre de l'exercice 2021. Au moment où de nombreux jeunes s'interrogent sur leur place dans la gestion de la vie publique et politique, le président de la République leur répond qu'une transition générationnelle se prépare dans la gestion des affaires publiques au Cameroun. Des leaders de l'opposition ont également adressé leur message de soutien et de conscientisation des jeunes. Le président national du MRC, professeur Maurice Kamto, le député Cabral Libi, président du PCRN, ont exhorté les jeunes à persévérer malgré l'adversité. Tous les deux réitèrent le vibrant appel à une inscription massive des jeunes sur les listes électorales et un engagement plus important dans la vie politique de leur pays. Les points saillants de leurs appels à la jeunesse camerounaise sont évoqués dans ce reportage signé Gladys Sidé. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, estime que la jeunesse camerounaise doit être célébrée. Selon lui, rien ne se fera dans le pays sans elle. Il invite à un engagement politique total afin de participer à l'avenir du Cameroun. La jeunesse camerounaise doit être célébrée, mais elle doit être consciente, pleinement consciente, que rien ne se fera dans notre pays sans elle. Et son engagement politique ne doit plus être tiède. Elle doit être un engagement total parce que l'avenir dépend d'elle et l'avenir est à elle. Chaque jeune Camerounais qui ne s'est pas encore inscrit sur les listes électorales doit le faire le plus rapidement possible. Je n'ai jamais cessé de le souligner, non par chauvinisme national, mais par constat objectif. Quel que soit le contexte dans lequel il se déploie, le jeune Camerounais est capable de surmonter toutes les difficultés et de se hisser au firmament parmi les meilleurs dans son domaine. Je peux citer à cet égard notre jeune compatriote, M. Alain Ekambi, créateur de l'application de messagerie Dicalo, qui jour après jour s'affirme. Je voudrais également citer ici un jeune talentueux, génie de la physique, M. Arsène Théma Biolé, qui veut domestiquer le soleil, ou en tout cas développer sur la terre les propriétés du soleil de manière à produire abondamment de l'énergie. Pour le professeur Maurice Kamto, les jeunes Camerounais devraient profiter de la force qu'ils ont encore en leur possession et s'atteler à œuvrer pour le bien du pays. Avec ou sans emploi, il les appelle à ne pas désespérer. La plupart des citoyens camerounais pensent que la jeunesse est une situation permanente. C'est une situation qui est essentiellement transitoire. Et chacun d'entre vous, dans cette partie de sa vie, doit se dire « Qu'est-ce que je peux faire pour apporter une contribution déterminante à l'émergence et au développement de notre pays, à l'essor de mon pays ?» Je pense à tous les jeunes Camerounais, à toutes les jeunes Camerounaises, de toutes les conditions, les personnes handicapées, les jeunes sans emploi, ceux qui n'ont jamais pu aller à l'école faute de moyens, ceux qui sont condamnés par la vie, par le hasard terrible de la vie, à vivre dehors, dans les rues, sous les ponts. À ceux-là, j'ai promis, et je le répète, lorsque nous serons en capacité de diriger ce pays, chacun d'eux aura sa chance. Au chapitre des réactions, il y a aussi celle de l'honorable Cabral Libi du PCRN qui pense que la jeunesse ne joue dans l'ordre politique camerounais qu'un rôle participatif instrumental et résiduel dans les organisations et les décisions politiques. Une jeunesse qui sert de décor dans le champ et le discours politique. Le leader du PCRN dénonce le chômage criard et un sous-emploi record, un système éducatif désastreux, un système de santé déficient. Selon Cabral Libi, la jeunesse camerounaise, dans sa grande majorité, souffre, étouffe, désespère. Et ce sont ces jeunes qui l'appellent à prendre les choses à main et il croit savoir que cela passe par le résultat des urnes. Ainsi, il lance une invitation à une inscription massive
sur les listes électorales. Toujours dans ce chapitre, l'ambassade des États-Unis a tenu à rendre publique une déclaration à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse. Les États-Unis constatent qu'après 4 ans de conflits armés dans les régions anglophones et de violentes attaques extrémistes dans la région de l'extrême nord, la jeunesse camerounaise continue de montrer sa forte résilience et son engagement à contribuer à la construction d'un avenir pacifique et prospère. En ce jour spécial, l'ambassade des États-Unis encourage tous les Camerounais dans leur remarquable diversité à prendre des mesures significatives pour défendre la paix et faire en sorte que chaque enfant puisse aller à l'école en toute sécurité et acquérir des compétences nécessaires à la vie et à la réussite dans l'économie de demain. Le coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun tient à attirer l'attention du gouvernement sur les conditions préalables à la contribution des jeunes pour le développement. Selon Mathias Z. Nab, la jeunesse camerounaise a besoin d'être protégée et épaulée pour préserver son dynamisme et développer pleinement son capital humain. Alors que le chef de l'État et d'autres leaders politiques ont tenu à mettre en lumière des jeunes qui excellent dans plusieurs domaines scientifiques et qui est allé à la rencontre de l'un d'entre eux. Il s'appelle Cédric Atangana, très intéressé par les nouvelles technologies, mais également par les moyens visant à faciliter le paiement et les transactions financières mobiles. Cédric Atangana qui a développé une start-up qui remporte de nombreux prix à l'international. D'autres précisions avec ce reportage signé Sylvestre Zangaou. Diplômé de l'école polytechnique de Douala à 21 ans en 2012, puis celle de Marseille 3 ans plus tard en France, Cédric Atangana, ingénieur en informatique, fait désormais partie des figures montantes de la Silicon Valley aux États-Unis. Il a créé une start-up qui révolutionne le paiement par mobile money, le résultat d'une étude qu'il a menée dans le domaine pendant 7 ans. On s'est rendu compte qu'on a plus de 3,3 millions de callbox, comme on les appelle chez nous, sur le continent, et qui ont traité en 2019 41,5 milliards de dollars. C'est énorme en cash, dans un dépôt, retrait. Du coup, on s'est intéressé de façon spécifique aux différents distributeurs mobile money pour essayer de comprendre comment ils travaillent, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Et on s'est rendu compte que leur activité se résume à 2 choses, c'est les dépôts et les retraits. L'activité des agents mobile money, c'est ça, dépôt, retrait, dépôt, retrait. Et pour exécuter ces 2 opérations-là, généralement, ils saisissent de très longues séquences USSD, des codes. C'est très très long. Donc, à la fin de la journée, si pour un callbox, il reçoit 300 clients par jour, il va exécuter ces codes-là 300 fois dans la journée. Et donc, ça vient avec son lot de problèmes. Donc, parfois, il se trompe de numéro, l'argent va au mauvais numéro, parfois, il se trompe de montant, etc. Pour défaire donc ce qui paraît être une toile d'araignée, ce jeune ingénieur en informatique a trouvé cette solution qui permet aux distributeurs mobile money de garder le contrôle sur leurs transactions. Les petits callbox se ravitaillent chez des grossistes. Il y a des grossistes qui gèrent un réseau de 1000 points de vente, parfois plus. Et vous imaginez 2 millions de francs CFA par callbox, fois 1000 dans la journée, ça fait 2 milliards de francs CFA que les grossistes se retrouvent à gérer en cash, ce qui les met en situation de risque permanent. Donc nous, on a développé dans l'application WeCashUp qui agrège, automatise, simplifie et sécurise l'intégralité de l'activité du callbox. Donc ça fait que désormais, ils n'ont plus besoin de saisir les longs codes pour faire les dépôts, retraits, etc. Dans l'application, ils vont voir tous les opérateurs rassemblés dans un seul terminal. Donc au lieu d'avoir un téléphone pour Orange, un téléphone pour MTN, etc., ils ont tous les opérateurs dans un seul terminal. Deuxièmement, l'application automatise la comptabilité des callbox. Il faut savoir, un callbox peut gagner jusqu'à 1 million de francs CFA de commission par mois, ce qui est quand même beaucoup plus que ce que beaucoup de cadres de nos entreprises gagnent aujourd'hui. Donc les petits callbox là qui sont dans la rue, là que tout le monde néglige, généralement on les regarde sans les voir. Et donc notre objectif, c'est de mettre la lumière sur eux. Les échos de cet outil révolutionnaire ont fait remporter plusieurs prix à la start-up de Cédric Atangana, dont celui de meilleure start-up au monde en 2018, décerné par les Nations Unies, ou encore le prix du président Emmanuel Macron pour la meilleure start-up, décerné par Viva Technology. Cédric Atangana a décidé de rentrer s'installer au Cameroun dans un environnement qu'il sait difficile pour les start-up. Voici donc un jeune entrepreneur camerounais qui a conjugué ses efforts et attend aujourd'hui la réaction de son pays pour lui apporter le soutien nécessaire.
Comment l'entrepreneuriat jeune peut-il œuvrer pour le développement local? Cette préoccupation était au cœur d'un atelier d'échange entre les jeunes aspirants à la création d'entreprises et des experts dans le domaine. Ils ont été édifiés sur les pièges à éviter et comment contourner les obstacles. Et surtout, il a été question d'interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'apporter un accompagnement plus significatif aux jeunes créateurs d'entreprises. Compte rendu, Cédric Ding. Au Cameroun, moins de 8000 nouveaux emplois sont créés chaque année et seulement 3/5 de ces emplois sont issus de l'entrepreneuriat jeune. Des chiffres extrêmement faibles et bien loin des 500 000 emplois annoncés par le gouvernement. C'est vrai que le taux de création d'entreprises au Cameroun est très très faible. C'est ce qui induit d'ailleurs le fort taux de chômage, parce que la création d'entreprises qui entraîne la création d'emplois. Une problématique d'emploi jeune, encore plus d'actualité alors que le Cameroun célèbre la 55e édition de la fête de la jeunesse et placé au centre du forum organisé par l'Association des jeunes amateurs de l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui crée la richesse, crée la croissance de façon globale, enrichit, permet le développement d'un pays. Et nous avons donc pensé à ce forum de la jeunesse entreprenante de Douala, pour mettre en synergie les jeunes porteurs de projets, les jeunes promoteurs d'entreprises, avec des experts qui sont déjà aguerris dans certains domaines. Des jeunes réunis autour d'experts de la création d'entreprises, venus élaguer les difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés dans le processus de création d'emplois. Les difficultés sont nombreuses, les impôts et toute la partie exploitation. Il faut pouvoir identifier le projet, il faut pouvoir être motivé, il faut pouvoir parcourir ce chemin du combattant qui va à la création d'entreprise avec beaucoup de difficultés, mais il faut être tenace et volontaire. L'organisation d'un forum entrepreneurial est une manière de permettre à la jeunesse de comprendre l'intérêt qu'il y a à devenir des véritables patrons et à participer effectivement à la construction de l'œuvre nationale. Au cours de cette activité, il y aura des communications des experts. Ils ont bien voulu nous accepter dans la mise en œuvre de ce projet important. Une litanie de difficultés égrenée par les jeunes qui ont répondu présent. Au sortir de ce forum, j'attends déjà être mieux édifié sur le sujet de l'entrepreneuriat, savoir quelles sont les opportunités que nous jeunes nous avons à offrir déjà et quelles sont les différentes dispositions mises par l'État pour encadrer l'entrepreneuriat des jeunes au Cameroun, surtout dans le cadre de cette fête de la jeunesse. Au sortir de ce séminaire, on s'est dit les projets qu'on doit présenter seront vraiment valorisés par le comité d'organisation et qui pourront vraiment nous aider aussi financièrement parlant. Des vœux que nourrissent la jeunesse, attendant une annonce forte suite au discours du chef de l'État à son endroit. Dans le reste de l'actualité, bras de fer à Banka, dans le département du Yonkam, là où de vives tensions persistent entre l'autorité municipale et l'autorité traditionnelle. La Cour royale est en colère après un projet de la municipalité de démolir le monument d'un chef supérieur érigé au rond-point dit Panchi. La Cour royale est sortie de ses gonds pour détruire les travaux d'aménagement de ce rond-point à Banka. Des précisions dans ce reportage d'Éric Ouattat, Andine Gagnou et Julienne Berthe-Bissaille. Un spectacle comme on n'en avait jamais vu au rond-point Panchi, au village Banka. Les travaux d'aménagement de ce rond-point, saccagés par les notables de la chefferie supérieure. Sur le terrain, un chef d'orchestre, Sa Majesté Toukam Monkam, supervise les opérations de casse. Toute la cour royale Banka s'insurge contre la destruction du monument d'un défunt chef qui surplombait ce rond-point et agrémentait l'admiration des passagers en direction de la Grande Mifi et le Ndé. Et le principal accusé dans cette affaire, c'est la municipalité de Banka qui n'a pas consulté la chefferie avant d'engager les travaux, rappelant ainsi les conflits d'autorité et de compétences entre l'autorité traditionnelle et communale. En mémoire, la brouille entre le maire de Fumban et le sultan Bombonjoya, roi des Bamoun. Pour le maire de Banka, la destruction de ce monument historique est un non-événement. Ce qui importe, c'est l'embellissement de la ville.
Nous avons lancé une vaste stratégie en collaboration avec l'approche participative et les différentes autorités administratives pour rénover les différents points attrayants de notre commune, notamment celui du rond-point Pachi. Aujourd'hui, avec les sectoriels de l'État et des architectes externes que nous avons consultés, nous avons maturé une architecture qui pourra donner un nouveau blason au rond-point Pachi. Convoqué à une réunion entre toutes les forces vives de la ville, le maire Joseph Clovis Nguesiok ne s'est pas présenté. Une absence qui a mis le chef supérieur Banka dans une colère noire. Pour apaiser les tensions, le préfet s'est vu dans l'obligation de présenter des excuses au chef supérieur de Banka. J'ai pris une décision qui suspendait tous travaux ici et qui ordonnait au maire de réhabiliter la statue du chef supérieur et les 3 lions qui avaient été démantelés. Je suis allé à la rencontre du chef supérieur où je lui ai transmis les regrets de l'administration locale suite à l'acte sacrilège qui a été posé. Pour réconcilier les deux parties, l'autorité administrative a créé une commission composée de toutes les parties pour veiller à la bonne exécution de ce chantier. Une affaire de mœurs défraie la chronique dans le département du Mbamé-Kim. Je vous le disais en titre, un homme en tenue est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une adolescente élève en classe de seconde au lycée technique de Ntui. Aucune des 4 plaintes n'a encore prospéré jusqu'ici. Le mis en cause nie les faits mais refuse de s'exprimer sur les dénonciations faites par cette famille et la victime. Le récit des faits avec Charles Mélingui et Ike Cyril. C'est l'histoire d'une demoiselle, élève en classe de seconde au lycée technique de Ntui. Le 31 décembre 2020, elle décide de passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec son petit ami. Le 31 décembre 2020, on arrive dans là juste au niveau de la place de fête. On s'assoit, on ne fait même pas 5 minutes. 2 policiers arrivent, un monsieur en tenue et l'autre en civil. Le monsieur en tenue nous éclaire, nous demande que vous faites quoi là? On le dit, nous sommes de passage. Il nous dit que c'est pas prudent que vous êtes placé là, je vous embarque. On lui demande, vous nous embarquez, on a fait quoi? Il nous dit pas de, vous ne parlez pas, marchez seulement. La soirée va tourner court. Ayant élagué le garçon, l'homme en tenue, suspect numéro 1 dans l'affaire, va s'employer à sauter la petite jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Quand je suis arrivée à la maison, je regardais l'heure, il était déjà 4 heures. Maintenant, quand mon petit ami arrive, il me demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est comme ça que je lui raconte l'histoire. Il est parti, il a dit à ses frères. Ses frères m'appellent donc au téléphone, ils me disent qu'il faut aller à l'hôpital. Je ne dois pas rester avec ça sur moi comme ça. À l'hôpital, plusieurs examens sont faits, notamment le test du VIH-Sida. Ils sont négatifs, mais Raïssa Magiokan est quand même placée sous traitement. Le lendemain, le 2, je pars à l'hôpital. Les examens sont sortis négatifs, mais normalement on devait repartir après 1 semaine. Ce que l'on a fait, et on m'a donné 1 mois, on m'a mis sous traitement pendant 1 mois. Je buvais un comprimé qui m'a beaucoup menacé. Je n'arrivais même pas à aller à l'école pendant 1 mois. Un homme en tenue étant incriminé dans l'affaire, sa hiérarchie, au dit des parents de l'enfant, va solliciter un arrangement à l'amiable. C'est le commissaire de sécurité publique qui m'a fait appel. Il me dit qu'il demande l'arrangement parce que le côté pénal sera lourd. La réponse était qu'il va voir d'abord Ebangomo afin qu'on trouve une solution. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Là d'attente, le père de Raïssa Magiokan comprend qu'il pourrait s'agir d'une supercherie. Il rédige non pas 1, mais 4 nouvelles plaintes. J'ai déposé la première au commandant de compagnie, la deuxième au commissariat spécial, la troisième au préfet et la 4e au procureur de la République de la ville d'Ntui. La police des polices m'a fait appel
Alors ils m'ont entendu, c'était lundi passé, si j'étais avec l'enfant toujours. Ils ont promis donc de descendre ici en Tui les jours qui suivent. C'est ça que j'attends maintenant. En pleine célébration de la fête de la jeunesse, Raïssa Magioken, élève en classe de seconde au lycée technique de Ntui, ne comprend pas toujours ce qui lui est arrivé le 31 décembre dernier. L'affaire piétine au niveau de la justice. La ville de Garoua-Boulaye, jadis florissante, tourne désormais en mode ralenti. La fermeture de la frontière a plombé les activités économiques. Les commerçants passent des journées entières à se tourner les pouces sans apercevoir l'ombre d'un potentiel client. L'immobilisation des camions observée depuis 2 mois a quasiment asséché les caisses de la municipalité. En clair, il n'y a presque plus de vie à Garoua-Boulaye. C'est le constat que font nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Gansop, de retour de Garoua-Boulaye dans la région de l'Est. Non loin du parc à camion de Garoua-Boulaye, notre chemin croise celui de Rodolphe Ngouleux. Ce Camerounais qui forme les jeunes à la confection des sacs à main et autres bijoux en perles réside à Bangui depuis 10 ans. Mais voici presque 2 mois qu'il est bloqué à Garoua-Boulaye, sans aucun revenu, alors qu'il ne demandait qu'à mener sereinement ses activités professionnelles, comme d'habitude. Je venais en mission au Cameroun, dans le cadre de nos activités du PAFAS, depuis plus d'1 mois et demi. Nous sommes à Garoua-Boulaye et c'est vraiment difficile de survivre ainsi, sachant que toutes nos activités sont basées dans la capitale de Bangui et que nous nous trouvons du côté du Cameroun sans rien faire et nous sommes vraiment démunis de tout. Parce que je vois certains jeunes qui sortaient peut-être de Douala retirer leur véhicule ou peut-être qui sortaient pour un voyage et actuellement dans la ville ils vagabondent comme ça sans rien faire et sans toutefois avoir de quoi se nourrir et tout. La ville de Garoua est vraiment devenue très menaçante. Ils sont nombreux ces Camerounais et Centrafricains qui depuis la fermeture de la frontière tirent le diable par la queue. Au marché de Garoua-Boulaye, jadis plaque tournante des échanges commerciaux entre les deux peuples, c'est presque un calme de cimetière qui nous accueille. Pour qui se souvient de l'effervescence que connaît cet espace marchand lorsque tout est normal. Ça ne marche même pas, ça ne marche même pas. C'est trop fort, c'est très même fort. Et vous faites comment? Bon, on va faire comment? On attend seulement en haut, mais vraiment les problèmes là, ça nous dépasse. Il n'y a pas de ravitaillement, il n'y a pas le marché parce qu'il y a beaucoup de camions ici, quand ça quitte Douala, ça arrête ici. Et si le magasin est vide ici à Garoua-Boulaye, il n'y a pas les marchandises pour traverser encore. D'une boutique à l'autre, les plaintes et complaintes sont quasiment les mêmes. Depuis la fermeture du corridor, le marché est mort. Les commerçants passent l'essentiel de leur journée à se tourner les pouces tout en serrant la ceinture. Des matins, on vient ici sans marché, on reste. Et vous savez que nous sommes des pères de famille et ça ne peut pas aller comme ça. Si ça continue comme ça, ce n'est pas bon. Et il y a certains commerçants qui n'ont pas leur boutique propre, donc ils louent. Comment se fait-il que tu loues une boutique, après tu ne vends pas, tu vas payer la louée de la commande? On vient, on ne vend pas. On est les pères, on ne les envoie pas à l'école. Peut-être tu loues une boutique à 25 000 le mois, il faut donc payer ton bailleur. Et il n'y a pas le marché, tu vas toute la journée, tu ne vas pas, vous êtes là comme ça. Vous rentrez meuble, des fois tu prends le crédit, même le savon, les enfants allaient à l'école. Donc comme ça, là, il n'y a pas la solution. La vérité, c'est que c'est la Centrafrique qui fait vibrer Garoua-Boulaye. Les échanges commerciaux et le brassage des populations sont tels que lorsque la frontière est ouverte, c'est tout le monde qui trouve son compte. Des opérateurs économiques aux vendeurs ambulants, en passant par les transporteurs. Mais depuis 2 mois, c'est la débrouillardise. Parce qu'on vit ici là par rapport aux Centrafricains. S'ils n'entrent pas, on est là comme ça, vous voyez comment on est là. On ne vend pas, on ne fait rien. C'est dur. Quand on regarde là, c'est la RCA. Quand c'est fermé comme ça là, vraiment ça ne va pas. L'économie est tout chitée. Franchement, même moi ce matin, depuis que je suis là, je n'ai même pas vendu même 5 francs. On s'est débrouillé comme ça. Mais vraiment, les impôts quand même, cette année ça vraiment... C'est très même difficile qu'on paye les impôts là. La commune de Garoua-Boulaye, qui tire l'essentiel de ses recettes des échanges commerciaux et des impôts et taxes qui vont avec, est presque asphyxiée puisque les caisses sont vides. Vous savez que Garoua-Boulaye, de par sa position stratégique qui est sur la frontière, est reliée directement aux 3 grandes métropoles, à savoir Douala, à savoir Djamena, à savoir Bangui, et même les ressortissants de l'intérieur du pays qui viennent exercer de commerce ici. Garoua-Boulaye est une ville commerciale. On a plus de 1000 échoppes dans notre marché, mais aujourd'hui,
nos commerçants n'arrivent pas à payer les frais de loyer parce que, disait-il, avec la fermeture de la frontière, la marchandise ne passe pas. Cette commune est d'autant plus sinistrée que son parc à camions est pris en otage par des centaines de gros porteurs qui ne peuvent pour le moment pas pénétrer en territoire centrafricain. Essoufflés par 2 mois de disette, le propriétaire paralyse sans le vouloir le fonctionnement de la mairie. De telle sorte que le parc des gros porteurs que la commune a et qui faisait la principale recette journalière de la commune est tombé parce que ces camions ont déjà mis long, ils disent qu'ils n'ont plus de moyens pour payer. Et c'est comme ça que nous n'arrivons plus à fonctionner. C'est pour ça qu'on parle d'une commune sinistrée. Dans une déclaration rendue publique le 9 février, le porte-parole militaire de la coalition des patriotes pour le changement annonce l'ouverture d'un couloir humanitaire sur le corridor Gawaboulaye-Bangui. Celui-ci permettra aux ONG et à la mission de la MINUSCA d'exercer leur mission de bon office sur le territoire centrafricain. Les opérateurs économiques et les transporteurs voient d'un bon œil cette évolution, bien qu'elle soit pour l'instant guidée par des raisons purement humanitaires. C'est dire que la sortie de l'auberge n'est pas pour demain. Et Gawaboulaye, qui était encore prospère il y a 2 mois, poursuit sa descente aux enfers. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. C'est du nous fait les usagers de la route de l'axe qui utilisent la nationale numéro 5 en partance ou en provenance de l'ouest Cameroun sont surpris depuis quelques jours de ne plus voir le monument qui se trouve au niveau du rond-point Panchi. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Rond-point Panchi, ce monument-là qui trônait là, c'est-à-dire le chef. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement là-bas? C'est précisément à Banka où le torchon brûle entre le chef traditionnel et l'autorité municipale. La pomme de discorde, ce sont les travaux d'aménagement du rond-point Panchi, là où était érigée la statue d'un chef respecté, à la fois pour son histoire, pour la dimension culturelle et pour ceux qui sont attachés au rite traditionnel. À la grande surprise de la cour royale, les travaux d'aménagement ont procédé à la destruction de la statue du chef sans l'avis de celui qui règne aujourd'hui dans cette chefferie. Il est sorti avec sa cour royale, le chef traditionnel, pour procéder aux casses et cela a créé du grabuge. Le préfet du Honkam, sentant que la tension montait dans l'air, est venu désamorcer ce bras de fer, présentant les regrets de l'administration locale, mettant sur pied une commission mixte afin de trouver un terrain d'entente entre le maire qui souhaite embellir la ville de Banka et le chef traditionnel qui insiste sur le maintien des reliques et autres vestiges culturels dans cette ville du département du Honkam. On se serait cru à Fumban il y a quelques semaines. Vous l'avez dit. Voilà. Madame, monsieur, c'est donc l'essentiel et qui nous soit en deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée, Serge Alain. Bon week-end à vous également. Agréable week-end à vous. Rendez-vous lundi. 20h. Dans un instant, donc, madame, monsieur, la suite. On parle toujours du discours à la jeunesse et la diaspora. Retour sur le plateau et qu'il en soit deuxième partie consacrée au débrief du journal. On va commencer tout de suite par cette affaire qui nous vient de Banka. J'ai dit à Cédric qu'on se serait cru à Fumbani il y a quelques semaines. Autorité et la municipalité, c'est quoi le problème? Oui, bien entendu. Le préfet obligé de venir calmer les choses. Oui, c'est alors que nous sommes ici au cœur de l'ordre public dans sa dimension esthétique, parce que vous savez, les espaces publics doivent se voir érigés d'un certain nombre de monuments, et parmi lesquels les monuments historiques, comme c'est le cas. Et vous savez que la destruction d'un monument, qu'il soit historique, qu'il soit mondain, qu'il soit contemporain, est structuré et encadré par justement une loi qui est en train de m'échapper là. Alors ce qu'il fallait dire, c'est que c'était quand même un peu trop posé pour l'autorité municipale de procéder à la destruction d'un tel statut
d'une telle statue sans au préalable consulter le gardien des traditions, parce que vous savez, c'était un chef traditionnel, Cédric l'a rappelé tout à l'heure, qui a marqué par son histoire, qui a été une référence par le fait qu'il ait porté dignement la culture de cette partie du pays. Alors, le fait pour l'autorité municipale de venir détruire un monument aussi historique, un monument aussi éloquent, c'était quand même, assez à mon sens, ne pas respecter les canons méthodologiques qui structurent de tels événements. Il aurait pu, c'est ce qui manque un peu dans notre pays, il aurait pu prendre langue avec le chef pour essayer de voir s'il n'y avait pas lieu, par exemple, de procéder à un déplacement de cette statue pour l'amener un peu, pour changer juste de lieu, que de l'autre de procéder à sa destruction, comme ça a été le cas. Et je pense que n'eût été l'intervention farouche du préfet, on aurait pu déboucher, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à des problèmes d'ordre public. On a frôlé une autre, on va pas dire une autre tension. On a frôlé une tension, elle a même eu lieu. Oui. Toutefois, le préfet l'a désamorcé, c'est quelque chose de louable. Tout à l'heure, le docteur Luison a parlé de l'ordre public dans sa dimension. Et effectivement, la police administrative prévoit que pour les questions d'ordre public, le préfet peut statuer et apporter des solutions. Il a pris une solution qui est de mettre sur la même table les parties prenantes. Et c'est quand même, ça révèle quelque chose de fondamental dans la prise des projets, ou bien dans l'initiation des projets avec les mairies au Cameroun. Est-ce que les mairies consultent les parties prenantes avant de réaliser les projets? Donc, si à la mairie de Banca, on remarque qu'il y a ce conflit, ça montre que la consultation des parties prenantes n'a pas eu lieu. Parce que si on avait consulté les parties prenantes, on aurait rencontré... Le maire dit que c'est pour embellir la ville. Oui, pour lui, projet... la statue, c'était pas... Malheureusement, c'est comme ça qu'il a vu. Un projet doit avoir des parties prenantes. Les parties prenantes peuvent être les pouvoirs publics, ça peut être des acteurs privés, ça peut être des acteurs traditionnels. Et même ça peut être la population. On les consulte pour avoir leur perception. Et ensemble, on décide de manière à ce que aucune partie ne pose après un grief concernant la réalisation du projet. Le fait que la mairie ait décidé... Pour le maire de Banca, la présence de ce monument-là ne rendait pas la ville de Banca belle. Voilà pourquoi il fallait détruire. Non, ce monument rendait la ville de Banca. Moi, je suis passé par là. Oui. J'ai vu, ce monument était très beau. C'est un chef, c'est une statue. Comment comprendre donc qu'on en arrive là à détruire un monument, je crois, chargé même d'histoire, hein, parce que ce n'est pas n'importe quel chef. Hein. Certainement, ce maire doit avoir un problème particulier. Il faudrait voir là quelque chose. Mais il n'a pas suivi la méthodologie de projet. C'est déjà là ce qu'on peut remarquer. Ok, voilà, madame, on va donc prendre tout de suite la direction des États-Unis. Nous allons à Charlotte, en Caroline du Nord, États-Unis, je vous l'ai dit, où nous attend chez Dr. Louis Tassin. Good evening. Docteur? Allô? Good evening, Sir Jolene. Voilà, je rappelle, vous êtes financial risk management expert et vous êtes, comme je l'ai dit, à Charlotte, aux États-Unis. You told me that chez Dr. Louis Tassin, je reprends ce que vous avez dit, many successful Cameroonians in the diaspora have given up on Cameroon. Tell us why. Yes, let me start first of all by thanking you, Serge, for giving me the opportunity once more to be on your panel and to discuss this very pertinent issue of the participation of the diaspora in the development of Cameroon. I made that statement because if one were to, look at the world as it exists today, first of all, the world has become a global village. Every country around the world has citizens of that country that either live in another country, work in another country, or have immigrated to other parts of the world for various reasons. Could be family, could be economic, could be career, or any reason for that matter. Now, when you go out of your country like we have, for those of us who reside abroad, can you guys hear me? I'm wondering if you hear me. Yes. Yes. Right. Okay. Yes. We are getting you. We are getting Je n'entends pas celui qui parle là. Chez docteur, you have the floor. Yes, we are getting Can you hear me?
All right. Yes. So when you are actually, like those of us who live abroad, and you look back at your country, and there are various obstacles that actually prohibit your ability to participate in either the development of the country or making a change in your local community. At some point, after struggling for a while, you're going to give up. Let's look at it. If you're going to participate in national development, like the head of state said in his address to the youth, there are things that have to be put in place. There is a framework that is very necessary to be put in place for the diaspora to be able to participate. And let me highlight a few things about that framework. The first thing is, who are the Cameroonians that are abroad? Where are they? What are their competencies? What are the resources and their networks, and what they can provide or not provide to the country? That's the first thing. The second thing is, you need to actually provide enabling services within those countries to allow them to live. Yes, for example, with offices, I'd say they have access to the country from the distance that they are. That is the second thing. The third thing is being able to have access to the country physically, back to the country, which means traveling back to your home country. It could be Cameroon, as in this case, which may require a visa, or if you're still carrying a Cameroonian passport, yes, you can fly back at any time. But I must emphasize here that a lot of Cameroonians who are successful abroad carry other nationalities, and they do for economic reasons. They do not do so, they do not because they hate Cameroon or because they are not patriotic. They do so for economic reasons and for career growth reasons. And when they need to make their trips to Cameroon, they have to get visas. Why is that necessary in this day and age? Why is the concept of dual nationality eluding us, or multinationality? Or even that allows Cameroonians who were born in Cameroon, who take other nationalities, to be able to come to Cameroon without having to seek a visa. That's one thing. When you get on the ground, point number 4, where is the contact, for example, on the ground, that is meant to facilitate your ability to do business or to be able to help in whatever mission brought you to the country? It could be setting up a company. It could be setting up a business partnership. Yes. In this day and age, we've come to a point where governments have been digitalized. I sit here in North Carolina in the United States. Granted, you cannot compare the US and Cameroon one for one. But there are African countries who have also taken steps in this same direction of being able to digitalize their governments, digitalize their administration. You can get a company registered within a day or two. You can get paperwork ready for your company within a day or two. In Cameroon, you show up, you provide, your request, you make a request, fill out the paperwork, you show up in an office, and you're told the person who's supposed to sign your document is not there. Come back tomorrow, come back next week. Now, mark you, a lot of successful Cameroonians who work abroad do not have the luxury of time to show up in Cameroon and get tossed around left and right. Come back tomorrow, come back the next day, come back yesterday, or whatever it is. That in itself is very frustrating. When you now look at all these barriers, I could continue listing them. When you look at all these barriers, it becomes very clear that the head of state's speech asking Cameroonians who are abroad to come and participate in nation development is not actually in touch with reality. He has failed to recognize that it is not just by saying it that it happens. It is by enabling, this whole process for it to happen, that it would work. If we even take a step back, I'm from, Kumbu. Well, nobody, can say that this is something we all don't know. I'm from Kumbu, which is the northwest and southwest parts of Cameroon. Peace is a big problem. If you're going to talk about national development and there's no peace, how do you carry out national development? What is wrong with us? First of all, addressing the fundamentals, the very basic things that are necessary.
If I am going to bring business partners to Cameroon, or any Cameroonian for that matter, if they are going to bring business partners to Cameroon to come and invest, to bring capital that is necessary for setting up companies in Cameroon, and there is no peace, there is no guarantee that their safety will be taken care of, how do you expect them to be able to participate? It is not possible. Thank you. And so, Serge, when I make the statement that Cameroonians who are very successful abroad have given up, it is because participating looks like a waste of time. And the head of state and the government need to come to that realization that they need to first address the fundamental issues and fundamental challenges to be able to create that enabling environment for us and any Cameroonian for that matter to be able to participate. Or else it would just be a repeat year in, year out, and nothing will ever change. Merci chez Dr Louis Saint-Tassi pour cette brillante contribution. On va rester aux États-Unis. Je veux, pour que tout le monde puisse avoir un temps de parole équitable, je veux peut-être en 2-3 minutes maximum que vous puissiez vous adresser aux autorités qui vous regardent, ça c'est sûr en ce moment. Vous voulez bien rentrer, reconstruire le pays comme a demandé le chef de l'État. Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir de Yaoundé? Je commence par vous, René Itamuna Pontima. 3 minutes maximum. Qu'est-ce que l'État devrait faire pour vous, pour que vous puissiez rentrer? Ah oui, des soucis avec lui. On va d'abord aller à Paris pour Abdelaziz Amoundé, pour vous. Qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence pour que ce vœu du chef de l'État soit exaucé? Abdelaziz. Il y a un homme politique célèbre, Serge Alain Autou, qui disait qu'il faut d'abord se demander ce qu'on fait pour l'État avant de se demander ce que l'État fait pour soi. J'ai entendu beaucoup de références sur les Camerounais qui ont réussi dans le monde, notamment des Camerounais qui ont des postes ou des fonctions dans des organisations internationales. Le moi est haïssable. Je vais parler de ma propre et modeste personne. Oui. Ce que je fais pour l'État du Cameroun, c'est quoi? C'est de recenser les biens meubles et immeubles de l'État du Cameroun qui sont détournés de leur usage en France et en Europe. J'en ai recensé 25. Et j'ai établi depuis 2 ans et demi que l'État du Cameroun a dépensé en pure perte près de 2 millions d'euros, alors même qu'on avait acquis des logements dans les années 60, 70, 80, et qu'aujourd'hui, des ambassadeurs successifs ont dépensé de l'argent de l'État qui aurait pu servir, par exemple, comme l'ambassade du Sénégal en France, à prendre en charge les bourses et les cautions locatives des étudiants sénégalais qui rentreraient. Effectivement, ceux qui sont en train de mener aujourd'hui le programme spatial au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, en Éthiopie, en Égypte, sont des Africains de la diaspora formés en France, aux États-Unis, en Angleterre, accompagnés par leurs États. Donc, par ce travail de citoyenneté, d'investigation citoyenne, nous le faisons. Et je souhaiterais que les Camerounais citent désormais ceux qui font concrètement les choses. Ne nous citent plus simplement ceux qui sont dans des organisations internationales ou des traders en France ou aux États-Unis ou des personnes qui sont médiatiquement exposées. Qu'on puisse citer Boris Berthold dans le travail de lancement d'alerte qu'il fait, qui est utile sur le plan citoyen. Qu'on puisse citer Abdelaziz Moundendjimbam sur l'enquête portant sur les résidences de l'ambassadeur du Cameroun en France. C'est très important. Parce que quand on a la science, il faut avoir de la conscience. On peut avoir tous les diplômes du monde. On peut avoir toutes les qualifications. On peut réussir dans toutes les grandes entreprises de nucléaire. Mais si on n'a pas de conscience, si on ne se bat pas pour la justice sociale, sur les libertés au Cameroun, eh bien, je crois que cela restera une réussite personnelle. Et nous ne voulons plus simplement des réussites personnelles au Cameroun. Nous voulons des réussites de gens qui sont allés chercher le feu au sens prométhéen et qui viennent la porter au Cameroun. Deuxième chose pour terminer, Serge Alain Autou, les forats successifs en 2010 et en 2015 de la diaspora ont fixé le cadre, fait des propositions. Il y a des députés, Joshua Oshi, Madame, qui ont fait une proposition de modification législative et rejoints par leurs collègues du RDPC en 2015. Le président de la République s'est engagé en juillet 2009 à modifier la loi de 68 sur la nationalité. Et le grand dialogue national s'est centré dans sa commission numéro 8
présidé par le professeur Atangana, sur un certain nombre de propositions. J'y ai participé autant qu'un certain nombre de Camerounais de la diaspora. On a fait des propositions. Il y a eu 8 propositions, 8 résolutions, tout au moins des recommandations de cette commission numéro 8, qu'on les mette en application, Serge-Alain Autou. Qu'on mette en application ce qu'on dit. En 1983, Paul Biya a fait un appel à la diaspora. Quand les Anissa et Kane sont rentrés au Cameroun, on les a mis en prison. Wilfried Siewe est venu au Cameroun, juste parce qu'il avait un bouquin de Maurice Kamto, L'urgence de la pensée, un ingénieur de très haut vol, Wilfried Siewe, de très haut vol, de pointe, qui peut profiter justement à notre pays. Nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de docteurs, nous avons besoin de savants, nous avons besoin de connaissances, nous avons besoin de gens qu'on forme au métier pratique. Mais cela ne peut se faire qu'à travers une osmose entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc j'appelle de mes voeux le président de la République à ne plus stigmatiser des enfants de la diaspora. Le président de la République n'est pas celui qui ordonne qui est bon et qui est mauvais. Nous avons un droit constitutionnel de critiquer et de dénoncer. Ceux qui dénoncent sont tout aussi pertinents et percutants que ceux qui ont des postes dans les organisations internationales ou ceux qui gagnent des prix internationaux. Merci. Merci Abdelaziz. Boris, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence? Ce qui peut être fait, je vais résumer mon propos en 2 étapes. La première étape, elle est structurelle. Il n'y a pas de possibilité de progrès et de développement dans un contexte de crise. C'est-à-dire que si on adresse aujourd'hui la question de la diaspora camerounaise, on ne peut pas l'adresser sans avoir une emphase spécifique sur la question de la diaspora anglophone qui est très impliquée dans la crise actuelle. Donc, très bien. Le problème qu'on a aujourd'hui, d'un point de vue structurel, c'est que il y a une crise de confiance, et cette crise de confiance, même si elle est ancienne, elle s'est accrue avec la crise anglophone et avec la crise politique. Parce que quand on parle de la diaspora, quand même, on parle également de gens qui vivent dans des sociétés où ils sont libres de ce qu'on qualifie de démocratique, et ils ont le devoir également parfois d'inculquer, de transmettre ces valeurs à leur société de départ. Donc si on n'a pas un pays dans lequel on s'investit pour résoudre la guerre qui accourt dans la zone anglophone, et qu'on s'investisse pour également créer les conditions démocratiques, parce que c'est la démocratie qui va permettre aux énergies de se libérer, qui va permettre aux intelligences de se déployer. Donc là, nous sommes dans la dimension structurelle des premières actions qui peuvent être entreprises. Mais est-ce que le régime Biya, dans l'état actuel, on a la capacité? J'en doute fort bien. Donc nous serons certainement encore dans un débat stérile, et peut-être l'année prochaine on reviendra sur le même thème. Ce qui peut également maintenant être fait d'un point de vue spécifique, c'est qu'on peut parler quand même de double nationalité, mais on oublie le fait qu'on a un gouvernement qui est incapable de résoudre des questions qui sont élémentaires, l'octroi de passeports et de cartes d'identité. C'est-à-dire que des documents qui permettent déjà de prétendre à la citoyenneté, nous en sommes incapables de procurer à nos compatriotes. Et c'est des éléments comme ça, parce que si on veut permettre à des gens d'avoir la double nationalité, d'avoir un double passeport, 2 passeports, 3 passeports, ou la double nationalité, il faudrait d'abord qu'ils aient un passeport. Même un passeport, ces Camerounais n'en ont pas. Donc là, nous sommes dans un registre quotidien qui montre en fait des défaillances structurelles au sein de l'État. Donc il y a aujourd'hui une volonté politique qui doit être instituée, et c'est le leadership. Et quand le leadership est défaillant, nous pouvons épiloguer d'un point de vue technique en termes de propositions, en termes de suggestions, mais la vraie question qui se pose lorsqu'on termine notre propos, c'est est-ce que nous avons un leadership qui peut anticiper, qui peut prévoir et qui a véritablement une volonté de progrès et de développement. Or, en l'état actuel des choses, avec la classe politique dirigeante corrompue, vénale et âgée que nous avons à Yaoundé, il est plutôt plus probable de douter de l'engagement du gouvernement de Yaoundé à engager un véritable dialogue avec sa diaspora. Merci Boris. On va donner une fois de plus la parole à chez Dr. Louis Setassing. Please, in 1 minute, what must be done? Yes. Oh yes, I think I must say that a very fundamental thing that needs to be addressed is the issue of peace in Cameroon. It is very, very important. If we cannot, at the least, bring peace to the nation, then I
I fail to see how development can actually follow. Not to talk of, the other framework elements that need to be put in place. And I must say precisely, others have emphasized the issue of dual nationality, which is very important. The embassies out here and consular services need to at least have offices that are created with the intention of connecting Cameroonians outside with the country back home. On the ground, there is the need for a framework to be put in place with offices that facilitate the ability of Cameroonians in the diaspora who want to go back and contribute to be able to achieve what they want to give to the country in a short while when they do have the opportunity to go to Cameroon. Corruption is a big problem. Cameroon must fight corruption. Cameroon must fight corruption. We cannot develop a country in this kind of atmosphere where corruption is so rampant. Some have said that if Cameroon were a country only on the books, it would be the best country in the world. When you look at the laws in Cameroon on the books look very nice. Okay. Doesn't matter what aspect you're looking at. But in practice, there's a huge gap between what's written and what goes on in practice. So the administration needs to actually recognize that and make changes, or else we're just fighting a losing battle. Voilà, merci chez Dr Louis Tassing. Je vois là également René Itamouna, rapidement, vraiment en 1 minute 30, rapidement. Qu'est-ce qui devrait être fait pour que vous puissiez rentrer comme le demande le chef de l'État? Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait dans l'urgence? Dans l'urgence, il faut changer le code de nationalité. Dans l'urgence, il faut permettre à ce que les régions, les mairies, les ministères nous disent comment les membres de la diaspora peuvent venir contribuer. Quels sont les postes à pouvoir au Premier ministère? Quels sont les postes à pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat? Comment est-ce qu'on peut contribuer? Quels sont les projets d'infrastructure sur lesquels le gouvernement camerounais travaille aujourd'hui? En quoi est-ce qu'on peut les aider? Et nous avons la diversité des compétences dans le monde entier, des Camerounais aux US, en France et ailleurs, qui peuvent les accompagner demain. Est-ce qu'il y a des activités dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, dans lesquelles les membres de la diaspora peuvent dès demain matin contribuer? Est-ce que les banques camerounaises vont nous permettre dès le mois prochain d'ouvrir des comptes, même étant à l'étranger? Est-ce qu'on va nous permettre dans les mois qui suivent de pouvoir acquérir des biens immobiliers, évidemment, des terrains, des titres fonciers dans les villes et villages du Cameroun sans difficulté? Est-ce que donc, comme M. Ntasingh said, dans les ambassades, on pourra avoir un point focal pour que quand un Camerounais vient avec un partenaire étranger ou pour son propre avantage, obtenir un visa pour renouveler un passeport pour sa famille, est-ce que dans l'Express, les Camerounais, mais nous demandons encore aux JICAM, aux entreprises privées, aux associations comme l'association des médecins, l'association des avocats, l'association des experts comptables, de faire tout ce qu'ils peuvent pour que dans les 3 mois qui suivent, les Camerounais de l'étranger peuvent contribuer à leurs travaux. Nous sommes disponibles, je ne parle pas de moi, nous parlons de tous ceux qui sont aux États-Unis prêts à rentrer. Évidemment, il y a les athlètes, il y a les musiciens qui veulent aussi savoir comment ils peuvent contribuer. Dites-nous dès le mois prochain, voici un cahier de projets sur lesquels vous voulez que la diaspora travaille. Nous sommes prêts à y travailler et accompagner le gouvernement, évidemment. L'appel du président nous touche à cœur. Nous voulons donc rendre cela possible. Dites-nous comment, dès le mois prochain, nous pouvons contribuer. Merci René Itamouna. Merci également Boris Berthold. Merci Ablaziz. Merci chez Dr Louis Tassing. Merci à vous, la diaspora. Voilà, on va terminer avec vous sur le plateau. D'abord vous, Dr Louison Isoba, vous avez suivi, ils sont à la diaspora, ils posent un certain nombre de problèmes concrets. Ils ont des problèmes lorsqu'ils arrivent dans nos ambassades et tout ça. Pour eux, la balle est dans le camp du côté camerounais. Ça, j'allais tout, je fais une révélation ici qui sera forte. Vous savez qu'il y a 3 États dans le monde qui sont situés sur les montagnes. L'Israël, le Cameroun et le Vatican. Tous les enfants qui sont nés, ou du moins tous les citoyens qui sont nés dans ces États respectifs, ne se sentent pas mieux que dans leur pays. C'est donc pour dire que tous les Camerounais qui sont disséminés sur toute l'étendue de du monde ont cette envie de revenir au Cameroun. C'est la raison pour laquelle la première chose en urgence à faire, c'est de réviser, d'actualiser ce code de la nationalité qui, à mon sens, n'est plus adapté à l'évolution du temps. Deuxième chose, le président de la République devait davantage
offrir des occasions telles que organiser après un 11 février, après un défilé, il organise une fête comme il le fait le 20 mai au palais pour communier avec la jeunesse camerounaise. Il faudrait aussi également, sur le Serge Alontour, nous sommes à la fête de la jeunesse. Beaucoup de jeunes ont été impliqués dans la marche du 22 septembre. Je pense que le président de la République devrait également profiter de cette occasion, de cette fête de la jeunesse pour étendre sa magnanimité en libérant tous ceux qui ont marché, je dis bien parce qu'ils sont nombreux, tous les jeunes qui ont marché, le président doit justement manifester ici un geste de magnanimité à leur égard, en les libérant tous. Je crois que le mois de février était moins bien indiqué pour que ces enfants-là ressortent des prisons et qu'ils aient encore confiance, parce que le président dit « ayez confiance à l'État du Cameroun ». Voilà, Jonathan Batenguene, pour vous? Dans l'urgence, ce qu'on pourrait faire, d'abord il faut créer une agence nationale des étrangers du Cameroun, des ressortissants étrangers du Cameroun, parce que c'est dans... Non, des Camerounais de l'étranger. Des Camerounais de l'étranger, merci. Agence nationale des Camerounais de l'étranger. Oui. Parce que cette agence va travailler sur la question de la nationalité. Il faut revoir notre code de la nationalité, bien sûr en mettant des garde-fous au niveau des postes politiques stratégiques. Mais pour les hommes d'affaires, leur permettre la circulation un peu plus facilitée au niveau international. Maintenant, il faut qu'au sein de cette agence nationale des Camerounais de l'étranger, on puisse discuter des questions comme l'intégration de nos hautes compétences à l'étranger dans les régions. Parce que les zones finales qui vont accueillir toutes ces compétences, c'est les régions. Et c'est ces régions qui ont besoin de ces compétences pour parfaire ou bien pour initier leur propre développement. C'est ainsi qu'on peut agir dans l'urgence. Merci à vous, Jonathan Batenguene, pour ce retour. Merci à vous. Mais bien sûr, Serge, s'il fallait le dire, hein, je rejoins l'appel du docteur. Ce serait bien, dans le cadre de la fête nationale, d'élargir, de permettre à tous ces jeunes qui, le 22 septembre, ont perdu leur liberté en allant manifester. C'est le moment de leur adresser la solidarité de toute la jeunesse et que le chef de l'État leur permette de revenir dans leur famille. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, la diaspora.